Alexis Tsipras, leader de la gauche radicale, Syriza, prête serment devant le président de la République grecque. À 40 ans, il devient le plus jeune Premier ministre depuis 150 ans en Grèce. Avec 149 sièges sur 300 au Parlement, il en manquait 2 à son parti pour la majorité absolue. Syriza a trouvé un partenaire, le Parti des Grecs indépendants, des souverainistes de droite anti-austérité eux aussi, des alliés qui entendent renégocier la dette que la Grèce a contractée auprès du FMI, de la Banque centrale européenne et des pays européens. Des Européens qui rappellent déjà la Grèce à respecter ses engagements. Personne n'oblige la Grèce à quoi que ce soit, mais ses obligations demeurent et nous avons toujours pris garde ces dernières années à aider la Grèce. Elle a fait de grands progrès ces dernières années. Nous avons déjà fait beaucoup pour alléger le fardeau de la dette grecque au cours des 2 dernières années en termes d'intérêt, de maturité, de la longueur des prêts. Nous avons toujours dit que nous allions continuer à travailler avec eux si la Grèce s'engage à ce que nous avons convenu avec eux. À Bruxelles, les ministres des Finances de la zone euro se réunissaient à l'occasion d'un Eurogroupe. Des représentants de la Commission européenne étaient aussi présents. Même propos, ici on est ouvert à la discussion, mais on n'oublie pas les engagements pris. Maintenant va commencer le temps de la discussion. Et ces discussions, elles se font avec des finalités communes. Et ces finalités sont les mêmes. C'est une Grèce qui se tienne sur ses pieds, c'est une Grèce qui soit capable de créer des emplois et aussi de créer de la croissance. C'est une Grèce qui puisse aussi payer sa dette, parce que ça fait partie des engagements qui sont pris. Commission européenne, pays membres, tous attendent désormais les demandes officielles du nouveau gouvernement grec, d'âpres négociations en perspective après le temps des promesses électorales. Le peuple grec laisse l'austérité derrière lui, tels étaient les mots d'Alexis Tsipras, le leader du parti Syriza ce lundi. Le message du nouveau Premier ministre grec est donc clair. La Grèce entend renégocier les conditions du plan de sauvetage qu'elle suit depuis 2010, à commencer par le remboursement de la dette publique qui s'élève à 321,7 milliards d'euros, 177% du PIB du pays, alors que celle-ci ne représentait encore que 113% du PIB en 2008. La dette elle-même, le stock de dette, c'est pas ça qui vous tue. C'est les intérêts que vous avez à payer sur cette dette. C'est ça d'ailleurs qui rentre dans le budget de l'État. Et donc au niveau des Grecs, c'est là qu'ils voudraient certainement avoir un soulagement. Maintenant, on peut le faire autrement. On peut très bien dire on laisse la dette telle qu'elle est, on laisse même les intérêts payés, mais on injecte alors les moyens sur place. Et les injecter, ça veut dire des transferts. Or, pour le moment, la logique en Europe, ça n'a pas été de faire des transferts. Depuis l'éclatement de la crise en 2008, pas un euro n'a été donné à la Grèce. Tout l'argent versé a été prêté par les créanciers publics internationaux qui possèdent plus de 70% de la dette du pays. 32 milliards d'euros doivent encore être remboursés au FMI, 53 milliards d'euros aux autres pays de la zone euro et 141,8 milliards d'euros au Fonds européen de stabilité financière. Tous trois pourraient donc revoir les taux d'intérêt de ces prêts à la baisse, annuler une partie de la dette ou rééchelonner son remboursement à plus long terme. Mais la Troïka insiste sur le respect des règles et craint une contamination de ses revendications aux autres pays de la zone euro, comme l'Espagne ou le Portugal. Un endroit aussi où vous doutez que c'est certainement regardé d'un œil très critique, c'est en Italie. Et l'Italie commence de nouveau à voir ses démons qui reviennent, la dette publique, malgré que les taux d'intérêt sont très bas, et également le chômage. Donc là aussi, il ne faudrait pas que ça affecte le moral. Les deux parties ont donc tout intérêt à trouver un accord et la position d'Alexis Tsipras n'est pas particulièrement confortable. S'il veut augmenter les retraites et le salaire minimum et faire baisser les taxes comme il l'a promis, il a besoin de la tranche d'aide financière de 7 milliards d'euros que doit encore lui verser la Troïka, puisque la Grèce est encore incapable de lever des capitaux sur les marchés. Seule la Grèce ne pourra certainement pas le faire. Simplement, je pense que les promesses qui ont été données sont telles que là aussi, on va voir ce qui est acceptable, ce qui est réaliste. Et on verra aussi jusqu'à quel point aujourd'hui l'Europe comprend qu'elle a encore une chance d'être face à ce type de parti par rapport à d'autres encore bien plus dangereux et bien plus extrémistes. Un parti comme Aube Dorée, 3e aux élections législatives de ce dimanche et qui est lui prêt à laisser sortir la Grèce de la zone euro, ce qui coûterait près de 40 milliards d'euros à la France et 60 milliards d'euros à l'Allemagne.
L'assureur Ethias en difficulté, c'est ce qu'affirme un article du journal de Standard selon lequel l'assureur aurait raté les stress tests européens l'an dernier. Réponse de la direction, commenter les résultats des tests de résistance, c'est interdit par la Banque nationale. Pas de réponse donc sur ce point. Ethias reconnaît cependant être occupé à reconstituer ses fonds propres pour répondre aux critères de la nouvelle réglementation Solvabilité 2 qui doit entrer en vigueur en janvier 2016. Rassurant, Ethias contredit l'article de presse et affirme pouvoir y parvenir seul, sans devoir faire appel à du capital extérieur. Méthode, mettre de côté une partie des bénéfices engrangés chaque année. 2014 devrait cependant se solder par une légère perte, une amende fiscale de 378 millions, empêchant l'assureur de terminer l'année en territoire positif. Ethias compte cependant repasser dans le vert pour l'exercice 2015. Les dépenses de pension n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. C'est le constat que dresse dans un nouvel ouvrage l'économiste et professeur de l'UCL Jean Hendrix, également membre de la commission de réforme des pensions. D'après lui, ces dépenses ont grimpé de 8 milliards d'euros ces 5 dernières années, soit une hausse de pas moins de 30%. C'est vrai pour le régime des fonctionnaires, c'est vrai pour le régime des salariés et c'est vrai pour le régime des indépendants. La raison de cette hausse, c'est principalement l'augmentation de la pension, du niveau moyen de pension, et secondairement le nombre de pensionnés qui est aussi en hausse. Pour Jean Hendrix, ce n'est pas le vieillissement de la population qui pose problème, mais plutôt la durée effective de carrière. Une durée qui resterait encore bien trop courte par rapport à notre espérance de vie, et cela même en tenant compte du report de l'âge de la retraite à 67 ans d'ici 2025. On a pris des tas de mesures supposées encourager les gens à travailler plus longtemps, et on a eu l'effet inverse. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on procède de la bonne manière pour encourager les travailleurs, mais aussi les employeurs, à garder plus longtemps sur le marché du travail nos travailleurs seniors. L'une des pistes suggérées par Jean Hendrix, la pension à temps partiel qui permettrait d'aménager une fin de carrière plus longue en réduisant progressivement l'intensité du travail. Un système que soutient le ministre actuel des pensions. C'est même selon lui une de ses priorités qui fait partie de l'accord de gouvernement. Le concept de pension partielle est très important, que les gens puissent continuer à travailler à temps partiel, à mi-temps par exemple, et en même temps percevoir leur pension à temps partiel. C'est une façon de garder l'expérience dans l'entreprise aussi, de pouvoir aider les jeunes qui rentrent dans l'entreprise, mais aussi pour la personne elle-même, de passer de manière souple et flexible de la période de travail à la période de repos. La mesure devrait être discutée au sein du Comité national des pensions dont la mise en place est prévue d'ici au mois d'avril. Un comité qui réunira les représentants du gouvernement aux côtés des employeurs et des syndicats, de même que les régions, les communautés et les pouvoirs locaux. 2014 fut une bonne année pour Delhaize. Sur les 12 mois écoulés, le distributeur a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,7% à taux de change réel à 21,4 milliards d'euros. Une performance à mettre au compte des activités du groupe aux États-Unis, où Delhaize réalise les 2/3 de son chiffre d'affaires. En Belgique, en revanche, le chiffre d'affaires est en nette diminution. En cause, les perturbations que le groupe a connues dans son réseau de distribution après le lancement d'une lourde restructuration, entraînant la suppression de 2500 emplois. AB InBev va reprendre le brasseur Elysian Brewing établi à Seattle dans le nord-ouest des États-Unis. Qualifié d'artisanal selon les standards américains, Elysian Brewing produit tout de même quelques 60 000 hectolitres de bière par an. Les brasseries dites artisanales aux États-Unis rencontrent un certain succès. En pleine croissance, ces brasseurs sont particulièrement bien implantés dans le nord-ouest des États-Unis où ils revendiquent plus de 30% de part de marché. Le Japon a enregistré un déficit commercial historique en 2014. Ce dernier s'est élevé à 12 781 milliards de yens, en hausse de 11,4% sur un an. L'archipel avait glissé dans le rouge en 2011 pour la première fois en 31 ans, conséquence de l'accident nucléaire de Fukushima qui a entraîné l'arrêt de l'ensemble des réacteurs du pays et l'importation en masse d'énergie. Bonne nouvelle cependant pour la troisième économie mondiale, la dégringolade des cours de l'or noir, tombée au plus bas depuis près de 6 ans, a récemment allégé la facture.
La foudre est tombée sur l'économie d'Aberdeen. L'exploitation du pétrole en mer du Nord a fait de cette ville écossaise la capitale du pétrole en Europe. Un secteur qui représente environ 40 milliards d'euros, mais menacé par la dégringolade massive des prix de l'or noir. Les majors pétroliers ont vite réagi. BP, Royal Dutch Shell et Chevron ont annoncé des licenciements par centaines en mer du Nord. Pour les milliers de travailleurs menacés de licenciement, ceci est une crise. C'est une crise qui impacte leur vie. Donc cela signifie beaucoup de licenciements. Un grand nombre de travailleurs ayant des contrats à durée indéterminée, avec de bonnes conditions, voient leur situation changer. Ils auront des shifts plus longs, travailleront plus et auront moins d'avantages. Et beaucoup d'entre eux vont se retrouver au chômage. Ils ont aussi décidé d'annuler certains contrats avec des entreprises locales. Pas de défaitisme pour autant, beaucoup ici sont convaincus que les prix vont remonter. L'industrie pétrolière, dont les salariés gagnent en moyenne 2,5 fois le salaire moyen au Royaume-Uni, a fait la prospérité d'Aberdeen. Aujourd'hui, les Aberdeenois qui ont voté en septembre contre l'indépendance de l'Écosse tentent de se rassurer. Eh bien, c'est déjà arrivé et cela arrive à nouveau, donc nous devons juste passer à travers et espérer que cela s'arrange. Il y aura probablement des pertes d'emplois à cause de cela, mais ça arrive malheureusement dans l'industrie. Je pense que le plus gros problème sera probablement les industries de soutien, y compris les hôtels et des choses comme ça, parce qu'ils comptent sur toutes les personnes qui viennent ici pour travailler. De leur côté, les politiques, aussi bien à Westminster qu'à Holyrood, promettent de baisser les taxes pétrolières pour alléger les coûts de production du brut de la mer du Nord. Je pense qu'il faut agir vite, mais je veux être sûr qu'ils agissent correctement. Il ne faut pas que ce soit une action d'urgence pour gérer la crise. Parce que ce que nous voulons est un environnement stable qui va permettre à l'industrie pétrolière de fonctionner de manière efficace. Mais nous voulons aussi qu'il contribue toujours à l'économie britannique sous forme de taxes, que le baril soit à 50 ou à 100 $. En 2013-2014, les revenus des taxes ont chuté de 25%, soit une perte de 4,7 milliards de dollars, à cause notamment de la baisse de la production. Un baril à 50 $ ne risque pas d'améliorer les finances locales.